3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pelleras est avec nous, DG de 4PointCM. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Julien Pierre-Nouan d'être avec nous également. Bonsoir Julien Pierre. Bonsoir. Directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion, et Pierre-Olivier Béfi, à nos côtés également, chef économiste et gérant chez Boussard et Gavaudan. Bonsoir Pierre-Olivier. Retour de stress, le retour de la peur. On verra ce qu'il en est effectivement à l'issue de cette semaine. Est-ce que cette semaine marque un tournant dans le sentiment de marché? Au moins, c'est une question qu'on va se poser. Mais prenons un peu de recul et remettons un peu ce stress depuis 48 heures en perspective avec un mois et demi et presque 2 mois de grand calme quand même sur les marchés. Post-choc SVB courant mars, Pierre-Olivier. Alors, il y a différentes manières de le montrer, mais j'aime bien, là, depuis quelques jours, donner cette mesure du calme sur les marchés avec une tenue exceptionnelle, quand même, du prix des actifs risqués. Sur 7 à 8 semaines, la clôture hebdomadaire du S&P 500 se joue ou s'est jouée entre 4100 et 4170, 4190 points. C'est-à-dire une variation d'à peine 2% en clôture hebdomadaire. Alors, il y a plein d'autres évidences qui montrent ce calme, le VIX, même les mouvements de taux restent dans des zones parfaitement connues aujourd'hui des investisseurs. Qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui a pu justifier cette situation? Je ne sais pas si je dois en parler encore au passé, on reviendra sur l'épisode du moment, mais sur ces 2 mois là qui se sont écoulés, qu'est-ce qui a pu justifier cette impassibilité assez impressionnante du marché des actifs risqués? Je dirais, alors d'abord, ce qui se passe actuellement, c'est quand même pas grand-chose. On reste dans le range en quelque sorte. Si on finit là, on sera encore dans le range que tu as donné. Donc, voilà. C'est pour ça que je ne sais pas si j'en parle encore au passé ou pas de cette situation. Est-ce qu'on est encore dans cette idée de canalisation des marchés ou est-ce qu'on en sort cette semaine? Non, mais après, ce qui est intéressant quand même, sur la psychologie des marchés, c'est qu'aujourd'hui, quand on a une valeur qui monte de 4-5%, on se dit, voilà, cette valeur, c'est bull market, etc. Puis quand on a un marché qui baisse de 4-5%, on dit, voilà, c'est le début d'une correction, etc. Donc on voit qu'on a tendance à surréagir parce qu'il ne se passe rien depuis 1 mois et demi, quoi. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, après, je pense que le problème des marchés actions, c'est que, et on le voit bien, les flux dans les marchés monétaires n'arrêtent pas de continuer de monter. Donc, et ça veut dire que à un moment, dès qu'on atteint des PE de 20, ça veut dire que ça fait des rendements implicites à 5% aux États-Unis. Bon, ça ne fait aucun sens d'acheter le marché action. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, sauf si vous voyez 10 à 15% de hausse d'ici la fin de l'année. Bon, dans ce cas-là, c'est très bien. Mais il y a encore pas mal de nuages. Il y a le debt ceiling. Donc, peut-être quand on enlèvera ces nuages, on arrivera à retrouver du momentum à la hausse. Mais il me semble que c'est un peu compliqué. En plus, la prime de risque action aujourd'hui n'est pas suffisante pour être confortable avec l'idée d'un investissement important sur la partie action. Et on peut même se dire ça sur le crédit. Parce que le crédit, les gens regardent un peu les spreads. Alors, ils se disent, oh là là, les spreads, par rapport aux 10 dernières années, c'est élevé. Mais oui, quand on passe... Mais le problème, c'est que c'est en absolu, passer de 0 à 80 BP de spread. On était ravis d'avoir 80 BP de spread quand on était à 0 de taux d'intérêt. Enfin, quand vous êtes à 5, vous êtes à 5,8, vous dites, qu'est-ce que j'achète là? Enfin, c'est pas exactement les mêmes ordres de grandeur en termes de prime de risque. Donc voilà, donc moi je pense que ça capte un peu le marché, mais à la fois, le consensus est assez prudent. En macro, les gens sont par exemple très bears. Donc, et pour l'instant, il n'y a pas de signaux de récession évidents. Donc, tant qu'on n'a pas de signaux de récession, de la croissance nominale, c'est un support aussi pour les actifs réels dont les actions font partie. Donc, je pense que le marché, il est un peu pris entre ces deux eaux. Et après, on peut le résumer de différentes manières. Par exemple, d'un point de vue macro, on peut dire qu'il est pris entre le fait que plus ça va bien et plus on se dit que les baisses de taux sont complètement ahurissantes et que du coup, même peut-être qu'ils vont monter les taux à un moment parce que finalement, dans les services, pour l'instant, c'est encore très très fort. On voit plein d'indicateurs d'inflation dans les services. Et à la fois, s'il y a des mauvaises nouvelles, on va se dire, si le cycle se retourne, c'est quand même un peu compliqué. Voilà, donc on se retrouve un peu dans ces deux tendances en position d'attente avec des marchés monétaires qui nous rémunèrent bien pour bien attendre. Ouais, et avec cette toile de fond, effectivement, l'idée c'est que cette semaine va peut-être apporter un peu plus de volatilité, la semaine prochaine aussi, pourquoi pas, avec la question du plafond de la dette, mais sauf phénomène nouveau, il n'y a pas de raison qu'on sorte de cette canalisation qu'on observe depuis quelques temps. Voilà. Et même le plafond de la dette, je pense que s'il y a une résolution, ça sera accueilli favorablement par les marchés. Mais si après on se dit, finalement, c'est quoi la nature de cette négociation? Si malgré tout il y a plus d'émissions, le Treasury Government Account, c'est-à-dire que la trésorerie du Trésor américain auprès de la Fed doit réaugmenter, c'est-à-dire qu'ils doivent réémettre encore en plus de l'obligation, on va se dire, ils vont drainer la liquidité de partout, donc finalement, c'est pas une si bonne nouvelle que ça. Donc, Bank of America estime que le Trésor, dès que le plafond va être relevé, va devoir émettre jusqu'à
1 trillion de dollars de bills, de bons du Trésor pour reconstituer son compte auprès de la Réserve fédérale américaine qui est tombé à quasi zéro aujourd'hui. Oui, on a 200 milliards à peu près. C'est pas beaucoup. 200 milliards Ouais. Ah bah moi j'ai beaucoup moins. Vous aviez moins? Moi j'ai 50. Mais Alors, bon, ça va vite. ça va vite. On dépense quand même plusieurs milliards tous les jours pour faire tourner les administrations aux États-Unis. Julien Pierre, votre sentiment de marché, il y a celui jusqu'à la semaine dernière, et puis il y a évidemment ce qui se passe depuis 48 heures. Mais comme le rappelle Pierre-Olivier, voilà, le VIX n'est qu'à 19, même pas à 20. Le S&P est encore à 4150. Enfin voilà, c'est pas ce qu'on voit là. On doit être capable quand même de le digérer normalement. Oui, on n'est pas sur une correction de grande ampleur avec tout le monde qui a son directeur des risques sur les épaules pour lui dire faut réduire les positions. Non, là on est clairement sur un petit ajustement. D'un point de vue fondamental, il y a un peu plus d'inquiétude liée au plafond de la dette. On a messieurs Biden et McCarthy qui nous disent ton plutôt optimiste mais bon toujours pas d'accord. On sait qu'il faut un peu de temps. On sait que de chaque côté, chez les Républicains, il y en a qui veulent l'accord que les Républicains ont voté à la Chambre des représentants et rien d'autre. Côté démocrate, il y a des gens qui ne veulent absolument pas entendre parler de baisse des dépenses. Il n'y a pas de contrepartie à apporter au relèvement du plafond de la dette pour certains démocrates. Et donc, imaginez un vote éventuellement avec un peu des voix de chaque côté, ça sera compliqué. Ça montrera aussi le côté un peu dysfonctionnel du système politique américain. Et je rappelle, en 2011, le marché il a baissé après l'accord. On avait eu un accord. Ouais. Et le mois d'août est terrible. Alors, il y a d'autres sujets. On perd 10-15% sur le S&P 500, c'est ça. Ouais. Le S&P dégrade les États-Unis et le marché s'apprête parce que il y a perspective de baisse des dépenses et puis voilà, ça reflète aussi le côté la difficulté des États-Unis à prendre des décisions sur cette question. C'était l'argument clé de l'agence de rating S&P à l'époque quand ils font perdre le AAA aux États-Unis. Ouais. Bon, petit épisode de volatilité. Ouais, donc paradoxalement, la résolution du plafond de la dette, si c'est un soulagement en première intention, ça peut devenir aussi peut-être un facteur un peu plus négatif ensuite pour le marché, pour les investisseurs, pour la macroéconomie même, ça va dépendre de l'ampleur des baisses de dépenses qui sont éventuellement négociées. Mais déjà, il faut le faire. Parce que on le sait, on se dit, oui, non, mais à chaque fois, ça a été voté. Il y a toujours beaucoup de théâtre, mais... Voilà, il n'y a toujours pas d'accord et on approche du 1er juin. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine, surtout quand il y a beaucoup de procédures. Dans les procédures législatives aux États-Unis sont très complexes, avec des délais avant que les textes puissent être votés. Donc, voilà, il faut rester prudent sur cette question, avec des effets qu'on ne connaît pas bien. Qu'est-ce qui se passerait si effectivement, le Trésor commence à payer en retard les prestations sociales ou ses fournisseurs pour éviter un défaut technique sur les... qu'est-ce qui se passe s'il y a une souche de T-bills qui est en défaut technique? Je ne connais pas tout ça. Non. Ouais. Ce serait un nouveau monde. Bon, il reste encore quelques jours, les négociations se poursuivent. Pour l'instant, effectivement, et c'est vrai que c'est un stress de marché qu'on retrouve très localisé. Oui. Alors, il y a un peu de dislocation, mais sur du papier monétaire très très court. Il y a le CDS américain, oui. Ouais, c'est très rigolo. À part ça, on n'a pas l'impression que les marchés globaux soient tétanisés par cette histoire-là. Oui, absolument. Vous regardez les rendements des T-bills sur les prochaines semaines, vous avez une bosse début juin, mais après, on se normalise progressivement. Nathalie, votre sentiment de marché, on arrive quasiment à mi-année, en tout cas à la fin du mois de mai. Toujours un mois dans la tête des investisseurs. Il y a toujours cette histoire de saisonnalité, effectivement. Et puis, il y a quand même 6-9 mois de beaux rallyes sur les actifs risqués. L'Europe en tête. Là aussi, est-ce qu'il faut se poser à nouveau la question de la surperformance de l'Europe par rapport à d'autres marchés, le marché américain? Cette semaine sera sans doute une semaine de sous-performance de l'Europe, par exemple. En fait, je pense que tout a été bien résumé ici parce que on est sur une période, exactement comme vous disiez, sur laquelle c'est assez logique qu'on rentre dans cette phase d'incertitude. Premièrement, on a passé les périodes de publication. Donc, le marché n'a que à se focaliser sur de la macro ou sur de la politique.
Tout ce qui fait du bruit. Exactement. Et donc, il va falloir attendre début juillet, juillet, pour avoir les publications semestrielles. Donc, en fait, on a cette phase qui est toujours structurellement une phase sur laquelle le marché n'a plus rien de concret à se raccrocher en termes entreprise, donc en termes micro. Et donc, on se tourne vers la macro. Et quand on se tourne vers la macro, sans parler du plafond de la dette, parce que même s'il n'y avait pas ça, de toutes les manières, on est quand même dans une situation exactement comme c'était exposé, sur laquelle, si on regarde l'indicateurs PMI ou autres, sur lesquels les marchés sont rivés depuis qu'il y a cette lutte contre l'inflation, côté manufacturier, ok, on voit qu'il y a une décélération, voire limite presque une récession. Ouais. Et donc, ça veut dire que, soulagement, on pourrait peut-être avoir enfin cette pause qui veut dire qu'il y aurait vraiment une vraie pause, on ne parle pas de baisse et tout. Mais le côté sur les services, c'est l'inverse. Et l'emploi se tient toujours. Et donc, en fait, on a une situation sur laquelle les banques centrales ont géré chaque mois qui passe des situations qu'elles doivent gérer et de plus en plus délicates parce qu'en fait, elles n'ont pas beaucoup plus d'éléments que nous. Mais en fonction des mesures qu'elles vont prendre et de leur discours, ça peut avoir un impact qu'elle n'arrive même plus à chiffrer elle-même. Quand on voit cet écart sur ces indicateurs, c'est quand même assez... la tâche c'est plus de 10 points d'écart, je crois, aux États-Unis. C'est 15 points d'écart en Allemagne entre l'indice manufacturier et l'indice service. Donc, et quand vous regardez sur les performances sectorielles, eh bien, on voit cette grande volatilité entre deux publications. Après, au final, sur un mois ou 2 mois, il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Mais c'est vraiment lié à ça. Le fait que le marché est dans une totale incertitude, parce que les banques centrales sont une totale incertitude par rapport à une situation macroéconomique qui est incertaine, plus, cerise sur le gâteau, plafond de la dette américaine. Et donc, globalement, après, en plus, une hausse assez significative des marchés actions. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la correction qu'on a eue en 2022 n'était pas une aberration. Non. Elle était assez logique par rapport au niveau de valorisation, par rapport à la hausse des taux d'intérêt. Il y avait une logique. Donc, 2023 n'a pas à corriger un excès de baisse de 2022 qui n'était pas justifié. Pas du tout. Est-ce que l'embellie de l'économie justifie une hausse de... Globalement, on est encore sur des indices mondiaux larges, à du plus 9% depuis le début de l'année, l'indice action. Ça reste en même pas 6 mois, quelque chose qui justifie une pause. Et donc, tout va dans le sens de cette pause dans le marché, consolidation entre ce qu'on a réalisé et la vue. C'est pas... Quand on expose comme ça, on se dit que c'est pas si anormal la situation de volatilité dans laquelle on se trouve et l'attentisme qu'ont les marchés. Même si on sort de cette période de publication de résultats trimestriels... plutôt rassuré. Enfin, depuis plus d'1 an, chaque trimestre, on se dit que ça va être celui-là où les marges, les signaux, les guidance des entreprises vont craquer. Pas eu le sentiment que ce soit le cas encore sur ce trimestre. Non, mais justement, mais ce qui crée encore plus d'attente. Si vous prenez l'exemple du luxe, les publications étaient très bonnes, donc on s'est rassuré sur le fait que les multiples sont justifiés parce que, le contexte, il va y avoir cette hausse dans cette hausse des taux. Donc, du coup, il n'y aura plus besoin d'avoir une déflation des multiples. Et en même temps, les résultats sont très bons. Et c'est un peu de l'incantation qui a porté encore luxe encore plus haut. Et après, pour revenir sur ce que vous disiez sur les indices européens, américains et sur le S&P 500, il ne faut pas oublier non plus qu'une grosse partie de la hausse, elle est liée à ces grandes valeurs défensives. On oublie ça parce qu'on voit le reste. Mais 25% du S&P 500... c'est des grosses valeurs défensives, donc c'est des 5 valeurs, mais sur lesquelles il y a des résultats qui ne sont pas sur des multiples de 40 fois, et sur lesquels il y a de la visibilité. Et sur l'Europe, sur les indices, si on prend un MSCI Europe, les 2 gros secteurs, c'est financière et santé. Donc rien à voir avec... Et c'est deux composantes qui sont plutôt bien comportées aussi. Donc en fait, au global, si vous regardez des indices larges, moins concentrés, donc des MSCI Monde ou Europe, c'est pas les mêmes contributeurs, et il y a une vraie logique dans ce qui a monté, et on est quand même sur des belles performances, mais qui s'expliquent, qui sont justifiées. Comment vous regardez effectivement ces marchés actions un peu à 2 vitesses, quoi. Il y a le S&P 005 et le S&P 495. Quand on prend le S&P avec le poids représenté par les méga caps américaines, effectivement, la performance est très jolie. Quand on prend le S&P équipondéré, ça nous raconte un peu une autre histoire, pour dire les choses, Pierre-Olivier. Et je parle même pas de l'écart entre les larges et les small caps. Enfin, il y a plein de
classes d'actifs, de segments de marché qui sont encore 20% en dessous de leur sommet, qui sont encore dans des territoires de bear market, quand même. Ouais, on aurait pu dire le Russell. Oui, le Russell, oui, bien sûr. C'est pas très bon d'être très Russell déprimé, aujourd'hui. Oui. Donc, non, mais après, je pense que... moi, il me semble que depuis un mois et demi, les investisseurs avaient quand même beaucoup anticipé l'idée que le début d'année avait été très bon. Voilà, on sort d'année parfois un peu difficile quand même. Donc là, on a un très bon début d'année. Comme je le disais, sur le monétaire, on fait un peu de l'argent, donc ils se sont mis en plus défensif. Et ceux qui ne pouvaient pas aller sur le monétaire se sont mis plus défensifs, comme ça a été dit par Nathalie. Donc ça a poussé sur aussi des les actions valeurs refuges, défensives. Voilà, exactement. Ou qui paraissaient, où il y a de la visibilité. Je crois qu'elle a donné un peu tous les bons arguments là-dessus. Voilà, donc ce mouvement le reste du marché, alors, le reste du marché, pour l'instant, c'est mais après, les signaux c'est très pas bizarres. Par exemple, sur les cycliques, prenons les cycliques. Si on fait le ratio cyclique sur défensive, aujourd'hui, ça indique des PMI à 53-54. Donc à la fois, ça a été moins bien valorisé, mais c'est pas sûr que... Enfin, si vraiment, il faudrait quand même qu'il y ait une bonne réaccélération ou quelque chose qui aille beaucoup mieux à court terme pour que ça se justifie aussi. Donc le marché est très difficile à interpréter. C'est pas évident. À la fois, par exemple, sur les taux. Donc là, si on passe maintenant aux taux, là, on a plutôt des marchés qui nous disent en novembre, les choses commencent à aller moins bien. Donc ça a été décalé. Au début, on avait des baisses en juillet. Maintenant, c'est en novembre. Bon, après, c'est le moment où le marché imagine que la baisse, que la Fed baissera ses taux. À partir du moment. Donc le marché obligataire donne plutôt le message à la fin de l'année, ça va se gâter. Voilà. Tout n'est pas très très cohérent. Donc je trouve l'interprétation assez difficile à ce stade-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de phénomènes de flux qui empêchent de bien voir. Et peut-être de psychologie de marché qui fait que tout basé sur les fondamentaux en ce moment, c'est un peu compliqué. Si on regarde la dimension macro, Pierre-Olivier, est-ce que le ralentissement de l'économie américaine peut aller suffisamment vite et fort dans les prochaines semaines / prochains mois pour que, je ne sais pas, à Jackson Hole, fin août, qui sera un moment important, forcément, la Fed soit confortable avec ce qu'elle voit, soit confortable avec l'idée d'une pause qui pourrait effectivement durer peut-être un peu plus longtemps, mais ne soit pas prise à revers par une pause qui serait peut-être pas suffisante en termes de réglage de politique monétaire. Alors, moi je dirais, alors c'est vrai que ça me fait réfléchir par rapport à Nathalie. Nathalie dit, voilà, il faut regarder la macro, et moi je dis la macro, il faut regarder les flux en ce moment. Mais finalement, on est tous un peu paumés. Voilà, c'est très bien, on est d'accord. Mais blague à part, non, moi je pense, alors, sur les indicateurs macro, je pense quand même que quand on regarde les claims qui ont commencé à monter. Donc ça, c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage. Tout à fait. Je pense que chaque semaine, on est sur une tendance quand même qui devrait quand même bien se dégrader en août, septembre. Voilà, moi c'est ma lecture des choses. Après, on peut être en désaccord. Certains vous diront non. Non, mais pour vous, c'est un indicateur intéressant. Vous disiez la dernière fois, attention, quand on arrive vers 300 000, on doit être à 260, 265 peut-être sur la dernière marque. À 300 000, ça implique à un moment quand même des destructions d'emplois à venir, quoi. Alors que les NFP, les non-farm payroll, ça veut rien dire. Enfin, en récession, ils sont révisés 2 ans après, on s'aperçoit que c'était catastrophique au moment de la récession. Sur la dernière très révisé comme chiffre. Voilà, ils étaient encore très très élevés. Donc c'est très compliqué. Donc ça, c'est un indicateur, moi, que je suis beaucoup. L'autre indicateur qui est quand même très très suivi par la Fed, c'est les spreads sur la partie très très courte. Voilà, c'est un peu technique. Mais ça indiquerait aussi plutôt qu'il y a beaucoup de stress de marché qui est attendu vers le mois de septembre, un peu plus tard, je dirais. Donc voilà. Donc ça, c'est 2 indicateurs macro qui diraient que dans cette zone-là, il y a quand même sans doute un peu de danger macro, je dirais. Après, tout le problème aujourd'hui, c'est que les récessions ou les moments où l'activité économique devient plus difficile, ça arrive très brutalement. Donc en fait, les récessions, on passe toujours par 3 phases. Il y a les gens qui l'annoncent 5 ans à l'avance, et puis après il se passe rien, et puis il se passe toujours rien, et puis il y a plus personne. Tout le monde est un peu bear, mais plus personne n'y croit. Et puis à la fin, quand ça arrive, finalement il n'y était plus personne qui était dedans, quoi. Moi j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce mood-là aussi. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins. C'est très très compliqué d'être très très short du marché. Je suis pas sûr que les gens sont très très short du marché aujourd'hui. Voilà, donc voilà. Et même, il y a une position d'attente. Vous achetez, je sais pas, des options à la baisse. Tous les jours, vous perdez de l'argent. Ah bah oui. En plus, avec la vol... c'est une assurance qu'il faut payer, jours, quoi. C'est pas une trade. Ouais. Voilà, donc, c'est très compliqué, je trouve, de ce point de vue. Après, moi, mon interprétation macro, elle est plutôt négative autour de l'été et début septembre. Donc, il y a quand même une marche à la baisse. Vous dites, le ralentissement progressif, graduel, doux, ordonné, ça peut durer un temps, mais à un moment, il y a quand même l'idée qu'on franchit une marche à la baisse, quoi.
En fait, je pense qu'on n'a jamais vu de soft landing, comme on dit, c'est-à-dire de ralentissement graduel quand on a à la fois du resserrement bancaire et du resserrement monétaire. D'accord. Et si en plus, en prime, on a du resserrement budgétaire, je pense que ça va être très très compliqué. Et après, est-ce que, ça c'est pour les US, mais est-ce que l'Europe va être immunisée? Bon, l'Europe, ça fait 6 mois qu'on nous explique que ça va être tiré par une Chine exceptionnelle, il n'y a plus rien. On nous explique que les prix de l'énergie vont baisser. Bon, ils ont déjà bien baissé, donc je veux dire, c'est déjà dans le marché. Donc voilà, pour que l'Europe surperforme et soit l'îlot au milieu de tout ça, c'est un peu compliqué. Finalement, le seul indice qui est vraiment haut, c'est le Nikkei. Et le Nikkei, c'est parce qu'ils ont dévalué tellement que c'est le seul pays où il n'y a pas de récession manufacturière. Sinon, il y a la récession industrielle, elle est mondiale, de partout. Voilà. Quelle est la vue macro du moment pour vous, Julien Piez? Est-ce qu'il y a un biais particulier? Est-ce que ça peut ralentir suffisamment encore aux États-Unis pour ramener l'inflation assez vite dans une zone confortable qui permettrait d'ancrer un peu l'idée de la pause? Parce que j'ai l'impression que cette pause, elle peut être déjà un peu fragilisée par des indicateurs un peu trop booming encore, peut-être? Oui, alors c'est vrai qu'on a eu quelques chiffres d'avril qui étaient assez forts, plus rapport sur l'emploi, puis vente au détail. Mais la tendance, elle est quand même là. Hein. Pierre-Olivier l'a dit, sur les inscriptions au chômage. On a fait le point bas à la fin de l'année 2022, on est en train de progresser. Lorsque vous regardez les indicateurs avancés, lorsque vous regardez tout un tas de choses, ne serait-ce que les conditions d'octroi de crédit, le durcissement qu'on observe dans les conditions d'octroi de crédit, on l'a vu qu'avant des récessions. Donc il y a tout un tas de facteurs liés aux politiques de réponse au Covid qui font que ça met du temps à se mettre en place, mais on y va. Ouais. Et la question, c'est... On y va suffisamment vite ou pas? C'est ça la question. Où est-ce qu'on est encore dans le schéma de se dire que oui, on y va, mais la destination est toujours encore un peu plus loin? Oui, alors on a quand même eu 3 banques américaines qui ont fait faillite. C'était pas des géants, mais pas des petites. Ouais. Et lorsque vous regardez les chiffres hebdomadaires sur le crédit, notamment aux entreprises, vous voyez qu'il y a quelque chose à changer. Il y a des effets techniques liés aux problèmes de SVB qui ont fait chuter ces chiffres, mais en fait, vous voyez que dès le début de l'année, il y a eu une cassure en fait. La cassure, elle est avant même avant. SVB. Et, le resserrement des conditions se fait déjà avant, en début d'année. Il se fait. Vous avez des questions, effectivement, sur le résidentiel aux États-Unis. On est sur un marché tendu, mais l'immobilier commercial, vous avez des taux de vacances très élevés aux États-Unis. Donc il y a d'autres choses dans le PIB, alors qui pèsent peut-être pas autant, mais qui pourraient corriger nettement. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose, on a parlé de la Chine, c'était une quasi-certitude pour beaucoup de gens en début d'année qui est peut-être en train de devenir une incertitude. Tout le monde s'est dit, voilà, 2023, c'est l'année de la réouverture de la Chine. Et dans la communication des entreprises, ça a beaucoup joué. Et là, pour le coup, on a eu des chiffres qui, en avril, étaient quand même pas trop dans le sens d'une réouverture en fanfare. Alors que même des effets de base qui sont un peu marqués, vous dites, il n'y a pas grand-chose. Les effets de base, ils auraient dû soutenir les chiffres, parce que c'était le grand confinement de Shanghai. Et les chiffres ont été assez décevants. On ne voit pas d'accélération brutale des importations. On a parlé du cuivre, le pétrole aussi. Hein. Si on avait une Chine booming, c'est des choses qui seraient beaucoup mieux orientées parce qu'il y a quand même des choses structurelles en Chine. C'est-à-dire que la question immobilière n'est pas réglée. Le vieillissement de la population, ça, on a pour quelques années. Et les marges de manœuvre budgétaires du pays sont quand même moins importantes que ce qu'elles étaient auparavant. Donc, est-ce qu'on n'a pas un peu suracheté cette question chinoise, là, au début de l'année? La question est ouverte. Ouais. Bon. Sur le plan des marchés de l'investissement, alors comment on gère cette situation aujourd'hui, Nathalie? Est-ce qu'on peut dire un mot quand même du petit coup d'arrêt qu'on a vu hier sur le secteur emblématique du luxe? Alors emblématique pour nous, Parisiens, Français, avec le CAC survitaminé au luxe, mais c'est vrai pour l'ensemble de l'Europe. Hein, les grosses valeurs du luxe, elles se retrouvent dans l'Eurostoxx. Il y a la question des semi-conducteurs aussi. C'est des gros moteurs quand même dans les indices européens, ASML, LVMH, Hermès, etc. C'est quand même... Alors, il y a la value en Europe, mais ces boîtes-là attirent aussi beaucoup d'investisseurs. Ils sont quand même bien détenus, on va dire, par les gens qui sont investis en Europe. C'est en fait toujours la même problématique qu'il a, et en plus exacerbée, parce que ces valeurs qui ont été plébiscitées largement, c'est des
valeurs qu'on pourrait même catégoriser comme des valeurs de fonds de portefeuille, qu'on aurait appelé il y a des années valeurs de fonds de portefeuille. C'est le Air Liquide. En fait, Air Liquide aussi, vous pouvez prendre Air Liquide comme performance, c'est partie des top performeurs aussi depuis le début de l'année. Mais il y a un problème, on parlait avant l'émission avec Pierre-Olivier sur la petite valorisation. C'est-à-dire que le luxe, la grosse crainte, c'est le jour où il y a ce petit grain de sable. Les petits grains de sable peut être la Chine, peut être un ralentissement de la consommation américaine. Parce que... Un retour du Covid en Chine. Enfin, juste au passage, il y a 2-3 news là, qui nous viennent de Chine. Même si 65 millions de cas par semaine. Bon. Oui, c'est pas 35 millions par jour. Je n'avais pas vu ça. Ah bah si. Il faut regarder, hein. Mais en fait, je n'avais pas vu non plus. C'est en cherchant pourquoi. Est-ce qu'il y avait un facteur après tout ce qu'on a traversé, je veux pas. C'est pour ça, je veux pas faire de sensationnalisme là-dessus, etc. Mais on le retrouve dans des papiers Bloomberg ou autres. Le luxe baisse. Ah oui, tiens, on s'appelle qu'on parle à nouveau du Covid en Chine. Voilà. Mais en fait, je pense que c'est des réponses qui ont été cherchées a posteriori. Sans doute. S'il n'y a pas eu de trigger. Non, on n'en parlait pas lundi du Covid en Chine. Je suis d'accord avec vous. On a parlé à partir du moment où le luxe a perdu 5%. Et puis en plus, ne serait-ce que typiquement, si c'était vraiment une crainte par rapport à la Chine, c'est Kering qui aurait le plus baissé. Par rapport au reste du luxe, parce qu'en termes d'exposition, par rapport donc il y a un phénomène, je pense, qui est logique, qui est quand vous avez un segment qui a pris 30% en moyenne depuis le début de l'année. 30%. Et c'est pas comme si 2022 avait été une annus horribilis pour le luxe. Non. Ni 2021. Donc quand il y a cette aversion au risque qui revient et que d'un coup on se dit tiens, je peux prendre le bénéfice, je caricature, et placer un monétaire à 3%, j'ai gagné 30% et je me place. C'est ce qu'on disait, oui. Donc je pense qu'il y a une alimentation aussi qui joue dedans, et les flux jouent énormément. Parce qu'il suffit que d'un coup, sur ces valeurs, vous ayez moins de flux acheteurs, ça va très très vite. Et donc les flux jouent, et les flux, c'est sûr qu'ils vont, je suis d'accord, ils vont se tarir un peu sur les activités là, sur cette période-là, parce que c'est pas un moment sur lequel, l'attente est clairement rémunérée, et comparativement aux incertitudes qu'on a jusqu'à septembre ou autre, est-ce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas du tout investi, si vous posez des questions comme ça, est-ce que si vous n'êtes pas du tout investi, est-ce qu'aujourd'hui, vous mettez tout sur le luxe? Déjà, il ne faut jamais mettre tout sur un secteur. Oui, je comprends. Est-ce que vous jouez le momentum des valeurs de croissance un peu défensives, ou est-ce qu'on regarde ailleurs? Exactement. Et je pense que ça va être une réponse peut-être un peu qui paraît un peu molle, mais elle est assez adaptée au contexte qu'on va avoir cet été, comme exactement l'été dernier. C'est cette phase où, en fait, tout ce qui est un peu ennuyeux, boring, est intéressant, parce que on cherche pas à faire mieux que le reste du marché, on cherche à profiter encore des marchés en limitant en fait les risques de baisse. Le seul truc qui était dans le vert ce matin au sein du CAC, c'était Orange. Non mais typiquement comme quoi. Boring, non, parce que l'approche rendement a bien joué. Le côté cyclique, personne n'en veut trop. En fait, ce qui est à part, ce qui est assez rigolo, c'est que quand on parle des cycliques, c'est le problème. En fait, il faut après regarder secteur par secteur. Parce que dans les cycliques, quand on parle de la conso discrétionnaire, vous avez le luxe et l'automobile, l'hôtellerie. Qui n'ont absolument, il n'y a rien à voir comme secteur, c'est pas les mêmes trucs. C'est pas les mêmes dynamiques de comportement, de consommation, etc. Bon, hôtellerie, luxe peut-être. Mais... Et en fait, on est tronqué de la même façon que les gestions ont pu paraître moins performantes par rapport à un CAC 40. Aujourd'hui, Eurostoxx et CAC 40, le poids du luxe déforme un petit peu ces indices-là. Oui. Quand vous prenez des indices européens, comme exemple tout à l'heure, plus larges, qui sont moins nationaux ou moins concentrés avec des moins gros poids, eh bien là, j'ai beaucoup moins de crainte sur cette approche-là diversifiée. Je pense que la diversification et le fait de surtout pas avoir, entre guillemets, trop de cycliques, de vrais cycliques, là, à court terme, parce que là où il y a les vraies craintes, c'est par rapport à celle-ci. Comme je disais, en plus, c'est pas comme s'il y avait une décote monstrueuse qui Elles sont pas si peu chères que ça, les cycliques, aujourd'hui. Les valeurs moyennes, les petites valeurs, c'est celles qui repartent en ouais, enfin là, il y a quand même une sacrée décote quand même sur les small caps. Bah oui, mais c'est logique. Pas suffisant. En fait, c'est là où les investisseurs reviendront en dernier, parce qu'il faut une totale visibilité pour revenir sur ce segment-là. Et on n'y est pas.
Comment gère la situation, Julien Pierre, effectivement, avec quel type de rendement, de prime de risque on peut être confortable là, pour rester investi quand même dans les marchés d'actifs risqués c'est quoi les actifs de couverture qui fonctionnent, contre quel type de risque, de la diversification, est-ce qu'on a envie, je ne sais pas, d'insister un peu avec la Chine, parce que bon, je comprends de votre discours qu'il y a un peu de déception quand même sur la macro, et qui se retrouve d'ailleurs dans les marchés chinois. Est-ce que le Japon se tente 90 ans après, enfin 30 ans ou 40 ans après le Walkman Sony? Est-ce qu'on a envie de revenir au Japon? Sur le Japon, il y a quand même l'incertitude du change qui est importante. Et du change lié à la Banque centrale. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'inflation au Japon, c'est 4%. C'est quand même un niveau extrêmement élevé pour eux. Et que potentiellement, dans les prochains, peut-être pas prochaines semaines, mois, mais à l'horizon d'un an, on va avoir des ajustements sur la politique monétaire de la Banque centrale japonaise qui pourraient amener une appréciation de la devise. Et on sait que ce genre de mouvement peut se faire très très vite et créer de la volatilité. Non, nous globalement dans les portefeuilles, on est effectivement très prudent. On a une exposition très réduite au marché actions parce qu'on voit cette récession arriver et on sait. À chaque fois, on se dit, mais cette fois, ça va être différent. Mais les points bas des marchés actions sont atteints après l'entrée en récession, parce qu'on va avoir les résultats des entreprises qui vont être révisés en baisse. Des entreprises dont certains se disent, non, mais c'est acyclique. En fait, il y a toujours un effet un peu cyclique. Donc, voilà, nous, on garde une grande prudence. Puis, le monde a changé pour les investisseurs diversifiés. Sur l'obligataire, sur du crédit investment grade européen de bonne qualité, vous avez 4% de rendement. Nous, on a un peu remonté la sensibilité dans nos portefeuilles aussi, parce que voilà, si on a ces scénarios, même si on se dit oui, la Fed va peut-être faire une pause jusqu'à la fin de l'année, mais dans les faits, si on a une récession, le prochain mouvement de la Fed, ça sera une baisse des taux. Et le marché le pricera à un moment. Alors, il a commencé à le pricer, on peut discuter. On tâtonne là-dessus, oui, effectivement. Mais est-ce que les 200 points de base que price le marché, ils vont se faire à partir de la fin du milieu de l'année, comme le marché pensait à un moment, ou sur 2024 moi, je ne vois pas, si on a une récession, des destructions d'emplois, une Fed rester plus de quelques mois surtout que la question de l'inflation, aujourd'hui, elle est... Vous ne doutez pas de la réactivité de la Réserve fédérale américaine face à un épisode... Il faut imaginer, il y aura une pression politique de dingue. Un an avant les élections. Et surtout, si on a cette récession et qu'on a une remontée du taux de chômage, on règle le problème normalement, on règle le problème des salaires. Et si vous réglez le problème des salaires, vous réglez dans la décomposition de l'inflation, vous réglez le gros du sujet. Reste que 200 points de base de hausse de taux pricés, donc à partir de l'automne, là, octobre, novembre, jusqu'à fin 2024. C'est pas un petit peu, quoi. C'est pas un petit ajustement à la baisse du réglage de la politique monétaire. C'est un vrai cycle de baisse de taux. C'est ça, Pierre-Olivier? Oui, ils peuvent toujours faire 400 points de base. Maintenant, ils ont monté plus les taux que par le passé. Donc maintenant, on peut peut-être y retourner à des vraies baisses de taux, entre guillemets, un peu plus massifs. Non, mais je sais pas après. Non, mais oui, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que, en effet, pour la première fois, moi, je regardais sur les forwards. Donc, quand on regarde... Si c'est un soft landing, si c'est un petit ralentissement avec un peu de contraction du 0- sur 1 voire 2 trimestres, est-ce que ça justifie 200 points de base de baisse de taux? Ou alors qu'est-ce qui se passe d'ici fin 2024 qui justifie 200 points de base de baisse de taux? Non, mais alors là, je pense que le marché, il est dans une incertitude... Il est dans une double incertitude. Il y a d'abord, dans quel régime économique on se trouve? C'est-à-dire que si on était, avant le Covid, on était dans un régime clairement déflationniste. Les gens disaient, ce sera du QI forever, on sera à zéro forever, etc. Enfin, bon, et dans les faits, on imprimait, et il y avait zéro inflation.
Donc, et là, depuis le Covid, on a une situation où on s'aperçoit que quand on fait des gros stimulus monétaires et budgétaires, on a beaucoup d'inflation. Donc le système commence vraiment à réagir. À cela, donc du coup, il y a des thématiques qui sont sorties. Les gens, voilà, on parle de déglobalisation, c'est plutôt structurellement inflationniste. On parle de problèmes démographiques qui sont aussi structurellement inflationnistes, y compris en Chine, même si pour l'instant on voit zéro inflation en Chine. Mais enfin bon. Vieillissement, c'est voilà. inflationniste. Vieillissement, oui. Ouais. Il y a le grand découragement, c'est ce que j'appelle ça comme ça aussi. C'est-à-dire, post-Covid, on a que on change de vie, donc on n'a plus envie de bosser, mais par contre, on a envie, de réduire son temps de travail, de profiter de la vie. Il y a même les jeunes maintenant qui nous expliquent qu'ils préfèrent pas travailler à LVMH parce que c'est un peu trop polluant. Enfin bon, non, je caricature, mais enfin bon, on se retrouve avec des phénomènes qui sont pas très productifs entre guillemets. Voilà, donc sans aller. Non, mais ce que je veux dire, c'est bon ou c'est mauvais. non, Je veux dire, on peut avancer plein. Au-delà des anecdotes qu'on a tous autour de nous, oui, vous dites, il y a quand même une dimension. Ça se retrouve au niveau macro. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train de changer de régime avec une inflation structurellement beaucoup plus élevée ? Voilà. Et en fait, je pense que le marché il est pris entre deux feux. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est encore très déflationniste. Il y a des gens qui disent non, mais c'est structurellement plus inflationniste. Et le marché a du mal à savoir. Je pense qu'on est un peu en transition. Voilà. Je pense qu'on va vraiment vers un monde plus inflationniste. Je pense que le Japon est en train de montrer la voie de ce qu'il va falloir faire parce qu'on a tellement de dettes. Moi, il y a un point quand même. Enfin, le Japon, c'est intéressant parce que c'est quand même un des pays où le choc démographique négatif est le plus visible, avec le plus d'expérience, j'allais dire, de ce point de vue-là. Bah justement, c'est l'exemple du pays qui ne sort pas de la déflation depuis 40 ans ou 30 ans maintenant. Oui, bon, ils ont eu des sacrés bulles en 94, ceux qui sont rappelés. Hein. Et puis on est 20 ans plus tard maintenant, un peu plus même, 30. Donc, non, je pense qu'ils sont vraiment en train de... Enfin, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on commence à voir que le Japon, on a des hausses salariales, le système commence à réagir. Alors certes, ils ont dévalué de 30% leur devise, donc ils sont allés très fort ce coup-ci, mais on a l'impression que ça commence quand même à marcher. Voilà. Donc, non, mais c'est des interrogations sur le futur, et donc je pense que le marché est un peu pris là-dedans. Donc quand on revient à la question initiale sur la baisse des taux, si on est en régime déflationniste, on peut baisser de 500 points de base les taux aux États-Unis. On peut retourner à zéro. Mais si on est en régime inflationniste, ils feront peut-être que 75 points de base. C'est ça. Donc quand on a 200, on est au milieu. Et donc je pense que le marché, il n'a pas vraiment voté. Il reste un peu au milieu en se disant... Parce que là, on ne parle pas des prochains mois. On parle de ce qui se passe dans un an ou deux, du prochain cycle. Et donc je pense que le marché, il est assez cohérent, mais nous met dans une zone inconfortable où il faut choisir son camp à un moment où on n'est pas sûr de l'avoir complètement trouvé. Voilà. On voit dans la correction du jour, les taux ne servent pas tellement de refuge. Ça tient le niveau des rendements. C'est pour ça aussi que je me dis, les gens parlent beaucoup de debt ceiling, là, que ça fait stresser les marchés. Et paradoxalement, l'Europe baisse plus que les US. C'était vraiment un problème américain. On devrait avoir les marchés américains moins bons aujourd'hui. Voilà. Et puis les taux, ils devraient baisser beaucoup plus. Paradoxalement, ils ont plutôt bien résisté. Donc voilà, je trouve que la lecture du marché est quand même un peu compliquée. On est d'accord. On invente beaucoup d'histoires sur des petits mouvements. Et à la fin, comme ça a été bien dit, peut-être qu'à la fin du mois, on finira entre 4100 et 4190. Effectivement. On regarde beaucoup de petites histoires. À la fin, je suis pas sûr qu'on ait une vue beaucoup plus claire de la grande histoire qui se déroule en ce moment. Bon, c'est vrai que c'est une période un peu particulière. Bon, les prochaines échéances, le sentiment fixé par les débats autour du plafond de la dette américaine. Et puis, on rebasculera dans les réunions de Banque centrale mi-juin, avant les résultats semestriels à partir de mi-juillet. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Pelleraz, DG de 4Points IM, Julien Pierre-Nouan, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazard Frères Gestion, et Pierre-Olivier Beffy, chef économiste et gérant chez Boussard et Gavaudan.